Bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien et que notre première séance consacrée aux notions élémentaires du droit en général qui nous ont permis de passer en revue l'évolution du droit commercial, en particulier sa portée et sa vision, vous a servi de trame de fond et de préliminaire pour enfin entamer le vif du droit commercial. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enchaîner sur la dernière diapositive que nous avons exposée lors de notre première séance et qui portait sur l'objet du droit commercial. Et là, je reprends avec plus de précision pour effectivement dire que le droit commercial a un double objet. Il s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité de ces personnes. En l'espèce, lorsqu'il s'intéresse aux personnes, il leur accorde une vision objective et l'on parle du droit qui s'applique aux commerçants. Cependant, lorsqu'il s'intéresse aux actes de commerce, il leur consacre une vision objective, prenant pour base l'acte de commerce et l'on parle du droit qui s'applique aux actes de commerce. Pour la première conception que nous venons d'exposer, qui porte sur la conception objective, et lorsqu'on parle de personnes, l'on désigne les personnes physiques et les personnes morales. Alors, ce double objet que suscite le droit commercial nous conduit à s'interroger sur la conception adoptée par le Code de commerce marocain en la matière. À cet effet, la position du Code de commerce marocain est axée principalement sur la conception objective qui est basée sur la nature des actes de commerce. Et là, je précise qu'en prenant en considération l'acte de commerce, quelle que soit la personne qui effectue cet acte. Et là, je précise, d'où l'occasion de préciser que les actes de commerce puisent leur source des articles 6 et suivants du Code de commerce. En l'espèce, l'article 6 du Code de commerce dispose que la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités. Cet article qui, rappelons-le, a pris le soin de définir qu'est-ce qu'on entend par un commerçant, nous conduit à étayer les conditions tirées de la lecture de cet article et exigées par le même article comme suit. Ces conditions sont, en l'occurrence, au nombre de 3. Elles consistent tout d'abord en l'accomplissement des actes de commerce. Comment ? À titre de profession habituelle, c'est-à-dire une profession continue, et à titre indépendant, c'est-à-dire au nom et pour le compte de l'intéressé. De là, il convient d'apprécier le contour de l'acte de commerce. Nous relatons en premier lieu que l'accomplissement des actes de commerce puise toujours et encore une fois leur source des articles 6 et suivants du Code de commerce qui, en vertu de ces articles, traite et accorde la qualité
de commerçants. Donc, à travers ces articles, sont réputés actes de commerce par nature au regard de l'article 6 que nous aurons à développer plus loin. Alors, les dispositions du Code de commerce nous amènent de plein pied à aborder comme axe principal de notre cours sur lequel je vous ai invité lors de notre première séance à travailler en attendant de vous dispenser le présent cours. À cet effet, l'acte de commerce permet de définir qu'est-ce qu'on entend par le commerçant, de fixer et bien sûr déterminer le champ d'application des règles du droit commercial, d'où je réitère qu'il s'agit, pour ce qui nous concerne, d'une conception purement objective basée sur les actes de commerce. Alors, pour reprendre notre fil d'idées, je précise que l'acte de commerce permet aussi de déterminer certaines règles de compétences et de procédures. Et là, je fais allusion aux clauses compromissoires. Et à ce sujet, je suppose que vous allez me dire qu'est-ce qu'on entend par clause compromissoire. Alors, pour répondre justement, cette notion découle du mot compromis, qui veut dire un compromis d'arbitrage ou une clause d'arbitrage permettant aux parties intéressées ou concernées de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître au cours des transactions commerciales. En l'espèce, les avantages du recours à cet arbitrage sont multiples, et parce que donc, et l'on peut citer tout d'abord que ce recours revient moins coûteux que le recours aux juridictions compétentes, et par la suite, il permet par la même occasion de désengorger les juridictions compétentes. Alors, par la suite, il convient de préciser que les actes de commerce permettent de fixer un régime juridique particulier par rapport aux actes civils, ne serait-ce qu'en matière de preuve, je souligne, à titre d'exemple, vu que le droit commercial est moins formel comparé au droit civil et permet le recours à la liberté de preuve, c'est-à-dire que la preuve peut être bien sûr démontrée par tous les moyens de preuve. Cette flexibilité en la matière s'explique par le cours et le rythme très accéléré des transactions commerciales. Et donc, pour rattraper ce rythme, le juge fixe comme principe le recours à la liberté de preuve. Donc, en fin de compte, les actes de commerce permettent de surcroît de soumettre certains contrats commerciaux à des dispositions spécifiques, tel est le gage commercial. Et là, je tiens à préciser que le gage commercial est une sûreté réelle mobilière qui résulte d'un contrat par lequel le débiteur remet au créancier un objet mobilier, je dis bien mobilier ou une valeur, pour assurer l'exécution de ses engagements. Donc, ce faisant, qu'en est-il à présent des caractéristiques de l'acte de commerce? Donc, les caractéristiques qui s'ensuivent de l'acte de commerce sont, encore une fois, au nombre de 3. Et l'on note tout d'abord
la recherche du bénéfice qui nous traduit le but recherché, qui est un but lucratif ou bien qui est la spéculation. En deuxième lieu, on note la circulation des richesses, c'est-à-dire que l'acte de commerce concourt à la transmission, à la distribution des richesses. Et en troisième lieu, on cite ou bien on précise que l'acte de commerce conforte la méthode entrepreneuriale, c'est-à-dire que l'acte de commerce se définit par la mise en œuvre de moyens caractérisant l'entreprise. C'est une organisation permanente, planifiée et reposant sur une installation matérielle, d'où l'intérêt de rappeler que l'entreprise est une notion par essence économique. Donc ces caractéristiques nous livrent à identifier les actes de commerce qui sont énumérés, encore une fois, je répète, en majeure partie au niveau de l'article 6 et 7 du Code de commerce, et l'on reviendra en détail sur chaque type d'acte de commerce, d'où la nécessité de préciser que nous aurons à évoquer successivement les actes de commerce par nature, les actes de commerce par accessoire, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce mixtes. Alors, commençons par le premier type d'acte de commerce qui est l'acte de commerce par nature. Et donc, la liste faisant foi d'actes de commerce par nature est énumérée à l'article 6 du Code de commerce. Et là, je tiens à préciser que ce même article a eu le mérite de définir qu'est-ce qu'on entend par commerçant et qui permet d'ailleurs d'acquérir la qualité de commerçant. Alors, ces actes sont désormais au nombre de 19 qu'on recense comme suit. Nous avons l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre, ou en vue de les louer. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location, l'achat de l'immeuble en vue de les revendre en l'état ou après transformation, la recherche et l'exploitation des mines et carrières, l'activité industrielle ou artisanale, le transport, la banque, le crédit et les transactions financières, les opérations d'assurance à prime fixe, le courtage, la commission et toute autre opération d'entremise, l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux, l'imprimerie et l'édition, quelle qu'en soit la forme et le support, le bâtiment et les travaux publics, les bureaux et les agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité, la fourniture de produits et services, l'organisation des spectacles publics, la vente aux enchères publiques, la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, les postes de télécommunication et enfin la domiciliation, c'est-à-dire tout simplement le siège social ou bien l'adresse de l'entreprise. Alors à ces actes s'ajoutent d'autres en vertu de l'article 7 qui précise que la qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Toute opération portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires, toute opération se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs, au commerce maritime et aérien. Donc, grosso modo, ces dispositions relatent les actes de commerce mer, c'est-à-dire ayant trait au commerce maritime et aérien. Alors, certaines de ces activités, il faut préciser en somme,
sont de distribution, d'autres de production et de caractère industriel ou financier, d'autres sont encore de location et d'autres enfin consistent en des services d'intermédiaires. Concrètement, les actes de commerce que nous venons de défiler permettent d'acquérir la qualité de commerçant et ce sont des actes de commerce par nature parce que, comme leur nom l'indique, ce sont des activités de nature commerciale, je souligne. Précisément, et pour décortiquer ces actes, nous allons voir ou décliner les actes de distribution. Donc, les actes de distribution consistent en la revente des biens, les biens acquis, en vue de réaliser un bénéfice. Et cela suppose la réunion de 3 éléments, un achat, une revente et un but spéculatif. Or, il convient de préciser que l'agriculteur qui vend sa production pour en tirer un bénéfice n'accomplit aucunement une activité commerciale. Les activités aussi des coopératives de consommation ne sont pas non plus des activités commerciales car elles achètent en gros de marchandises pour les revendre à leurs adhérents mais sans réaliser des bénéfices. C'est-à-dire que ne rentre pas dans le champ d'application des articles que nous venons de défiler, l'activité de l'agriculteur et encore mieux les activités des coopératives. Pour ce qui est des activités de production, ce sont des activités industrielles qui visent la revente des biens meubles après leur transformation et leur mise en œuvre pour en tirer un profit. Il s'agit d'activités commerciales, quel que soit le type de production, métallurgie, industrie, pharmaceutique, activité d'édition, et la liste est longue. En ce qui concerne les activités de service, elles peuvent porter sur le transport de personnes ou de marchandises, les activités de location portant sur des meubles, les activités de spectacle public. Quant aux activités financières, elles s'intéressent à tout ce qui est banque et assurance et peuvent s'intéresser aux activités d'intermédiaires qui sont exprimées en langage courant par les coursiers. Alors arrêtons-nous à présent sur les actes de commerce par accessoires, qui ne sont pas de nature commerciale, je précise, mais étant accomplis par un commerçant que nous retenons comme première condition en relation avec son commerce qui s'adjoint en tant que deuxième condition, ces activités se voient appliquer le régime du droit commercial. Prenons à titre d'exemple un industriel qui achète un ordinateur pour répondre justement aux besoins de son activité commerciale qui n'est pas censé être qualifié d'acte de commerce, mais puisque cet acte est nécessaire pour la bonne marche de l'activité, de son activité commerciale, il sera qualifié de tel, c'est-à-dire qualifié d'acte de commerce par accessoire, et on lui appliquera les règles du droit commercial. Pour ce qui est des actes de commerce par la forme, l'on peut dire à cet égard qu'ils sont toujours de nature commerciale, en raison tout d'abord de leur forme, quelles que soient les personnes qui les a accomplis, ou bien peu importe les personnes qui les accomplissent. Alors, et là, je fais allusion à deux types
d'actes de commerce par la forme. Donc le premier type est traduit par les lettres de change visées à l'article 9 du Code de commerce. Et là, je saisis l'occasion pour vous donner un éclaircissement sur la notion de lettre de change, qui est un écrit par lequel une personne, en général le créancier, dit spécifiquement tireur, donne à un débiteur appelé tiré l'ordre de payer à l'échéance fixée une certaine somme d'argent au profit d'une personne appelée bénéficiaire ou porteur. Et donc, si les lettres de change représentent le premier cas de figure des actes de commerce par la forme, le deuxième cas de figure de ce type d'acte se matérialise par les actes accomplis par les sociétés commerciales. Et là, je précise que rentrent ou font foi d'actes de commerce par la forme tous les actes se rapportant à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés commerciales. Pour ce qui est des actes mixtes, ce sont des actes juridiques qui sont commerciaux pour l'une des parties et non commerciaux pour l'autre. Et je précise comme exemple, ou je donne comme exemple illustratif de cet acte, la vente d'une voiture par un concessionnaire à un particulier. Et donc, face à ce système dualiste, on applique les règles de droit civil à celui pour lequel il s'agit d'un acte civil et les règles du droit commercial à celui pour lequel il s'agit d'un acte commercial. Donc, ce faisant, il s'avère temps de s'arrêter sur ou de reprendre à nouveau la lecture de l'article 6 du Code de commerce que je défile à nouveau devant vous et que j'aurai l'occasion de reprendre avec plus de précision et de détails lors de notre prochaine séance. Alors sur ce, je m'arrête à ce niveau-là et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine pour, bien sûr, enchaîner sur, c'est-à-dire on va décortiquer ensemble l'article 6 du Code de commerce en dédiant une lecture juridique à cet article. Donc d'ici là, portez-vous bien et pensez-y pour qu'on puisse toujours être dans la même longueur d'onde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.